Le 12 octobre 2003. Le massif du Vercors, une forteresse de calcaire drapée dans les brumes d'automne. Ici, sur les hauteurs de la Chapelle-en-Vercors, le silence n'est pas une absence de bruit, mais une présence dense, chargée d'histoire et de secrets. C'est dans ce décor à la fois majestueux et austère que Lucas Moreau, un graphiste parisien d'une quarantaine d'années, a choisi de fuir l'agitation de la capitale. Son projet, retaper une vieille ferme en pierre, un rêve de retour à la terre partagé par tant de néo-ruraux. Ce jour-là, une pluie fine et glaciale s'abat sans discontinuer, transformant le paysage en une toile de gris et de vert sombre. Armé d'une simple pioche, Lucas s'acharne sur le sol en terre battue de la cave voûtée. La lumière blafarde d'une ampoule de chantier jette des ombres mouvantes sur les murs suintants, imprégnant l'air d'une odeur tenace de terre humide, de salpêtre et de temps révolu. Chaque coup de pioche résonne sourdement dans le petit espace confiné, un rythme presque méditatif de destruction et de reconstruction. Lucas est concentré, transpirant malgré le froid ambiant. Soudain, le son change. Ce n'est plus le bruit franc de l'outil mordant la terre compacte, mais un floc mat, anormalement mou et inquiétant. Un son qui absorbe l'impact au lieu de le renvoyer. Intrigué, il s'arrête net, le souffle court. Il pose sa pioche et s'agenouille, plongeant ses mains dans la terre froide des meubles. Ses doigts rencontrent la surface rugueuse et délitée du bois. Avec précaution, il dégage les contours d'une petite boîte, à peine plus grande qu'une boîte à chaussures, rongée par des décennies d'humidité. Le couvercle, fragile, cède sous une légère pression. Lucas se penche, et son cœur s'arrête. À l'intérieur, enveloppé dans un linge jauni et friable, reposent les ossements minuscules et parfaitement identifiables d'un nouveau-né. L'horreur le saisit, une vague glaciale qui paralyse ses membres. Il recule violemment, heurtant presque le mur opposé. La respiration coupée, son regard paniqué ne quitte plus la funeste découverte. C'est alors que ses yeux, s'habituant à la pénombre, commencent à percevoir ce que son esprit refusait de voir. Ce n'était pas une anomalie. Le sol de la cave n'était pas plat. Partout où la lumière de l'ampoule projetait ses ombres crues, il distinguait de légères surélévations, des bosses subtiles mais distinctes, alignées avec une régularité troublante. Des dizaines de petites ondulations sous la terre battue. Il comprend avec une effroyable certitude qu'il ne se tient pas sur un simple sol de cave, mais sur un cimetière clandestin. Au même instant, un courant d'air s'engouffre par une fissure, parcourant la pièce avec un sifflement lugubre, comme un murmure échappé de ces dizaines de tombes anonymes dissimulées sous ses pieds. Le choc initial laisse place à un réflexe de survie, puis à une prise de conscience citoyenne. Tremblant, Lucas Moreau remonte l'escalier en pierre, sort de la ferme et cherche un signal pour son téléphone portable dans le crépuscule pluvieux. Sa voix est un filet rauque lorsqu'il compose le 17. Il peine à trouver les mots, balbutiant une histoire de boîte, d'ossements, de cave. L'opérateur de la gendarmerie nationale, habitué aux appels les plus divers, perçoit immédiatement la terreur authentique dans sa voix. Moins d'une demi-heure plus tard, les gyrophares bleus déchirent la brume du Vercors, projetant des éclats de lumière sur les murs humides de la ferme. Les premiers gendarmes de la brigade de Villard-de-Lans découvrent un Lucas prostré, incapable de retourner sur les lieux du drame. En descendant dans la cave, ils comprennent que l'appel n'avait rien d'une hallucination. La scène est immédiatement gelée et la procédure enclenchée. Le parquet de Grenoble est avisé et les techniciens en identification criminelle, TIC, sont dépêchés sur place. La ferme de Lucas n'est plus un havre de paix, mais une scène de crime. L'arrivée des experts de l'identification criminelle transforme la cave voûtée en un laboratoire aseptisé et méthodique, contrastant violemment avec l'horreur qu'elle recèle. Vêtu de combinaisons blanches, il déploie un matériel de pointe. Un éclairage puissant révèle chaque recoin, chaque anomalie du sol. Le travail est lent, méticuleux, presque chirurgical. La première boîte est prélevée avec une infinie précaution. Mais très vite, les sondages confirment les pires craintes de Lucas. Ce n'est pas une tombe isolée. Les techniciens marquent le sol de petits drapeaux jaunes, et la terre battue se hérisse bientôt d'une forêt macabre de repères. Chaque drapeau signale une nouvelle sépulture clandestine. 2, puis 5, puis 12. Le décompte funèbre s'allonge, glaçant le sang des enquêteurs les plus endurcis. L'atmosphère devient irrespirable, lourde non seulement de l'humidité du lieu, mais aussi du poids de toutes ces vies effacées. Dans le silence quasi religieux de la cave, le seul bruit est celui des truelles grattant doucement la terre et des flashs crépitants pour immortaliser l'étendue du massacre. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans le petit hameau et les villages environnants. Une telle concentration de forces de l'ordre dans ce coin habituellement si paisible du Vercors ne passe pas inaperçue. Bientôt, les journalistes du Astérisque Dauphiné Libéré Astérisque sont sur les lieux, tenus à distance par un cordon de sécurité. L'information fuite, d'abord parcellaire, puis de plus en plus précise. Un charnier d'enfants découvert à la Chapelle-en-Vercors. Le terme, brutal et sensationnel, fait la une. L'affaire prend une dimension nationale. Face à l'ampleur de la découverte, une hypothèse s'impose d'elle-même dans l'esprit du public et des premiers commentateurs. Celle d'une tueuse en série, d'une ogresse, qui aurait sévi pendant des années, cachant ses crimes sous le plancher de sa maison.
Cette théorie, simple et monstrueuse, est un réceptacle parfait pour l'effroi collectif. Elle offre un coupable unique, un monstre identifiable, sans encore soupçonner que la vérité est infiniment plus complexe et plus dérangeante. C'est la capitaine Élodie Dubois, de la brigade de recherche de Grenoble, qui est chargée de diriger l'enquête. Originaire du Trièves, un territoire voisin, elle connaît bien la mentalité du Vercors, ce mélange de rudesse, de fierté et de méfiance envers l'autorité. Elle sait que ce massif, au lieu de la résistance, a fait du silence une vertu et une arme de survie. Ses premières investigations de voisinage le lui confirment brutalement. Les anciens du village, interrogés sur la famille Roche qui possédait la ferme avant Lucas, se ferment comme des huîtres. Les réponses sont évasives, les regards fuyants. C'étaient des gens discrets, on ne se fréquentait pas, chacun chez soi, ici. Dubois sent qu'elle ne se heurte pas à de simples oublis, mais à un mur de non-dits, un pacte tacite forgé par des décennies de promiscuité et de secrets partagés. Elle comprend que pour résoudre ce crime, il ne suffira pas d'analyser les preuves matérielles. Il lui faudra exhumer les fantômes d'une communauté entière et forcer les vivants à parler. Face à ce mur de silence, la capitaine Dubois comprend qu'une approche frontale serait contre-productive. La culture du Vercors, forgée par l'isolement et l'histoire, ne se laisse pas déverrouiller par la seule autorité de l'uniforme. Elle décide donc de changer de stratégie, de contourner l'obstacle humain pour s'attaquer à la mémoire de papier, celle qui ne ment pas et ne se tait pas. De retour à la brigade de Grenoble, elle mobilise une petite équipe dédiée à une tâche fastidieuse mais essentielle, l'exploration systématique des archives. Registres d'état civil, archives départementales, cadastres, registres paroissiaux. Tout doit être épluché. L'objectif est de reconstituer, pièce par pièce, le puzzle de la lignée Roche. Qui était-il? Combien était-il? Quand sont-ils nés? Quand sont-ils morts? Chaque document est une potentielle clé, une fissure dans le secret qui entoure la ferme depuis près d'un siècle. Le travail est ingrat, silencieux, loin de l'effervescence médiatique, mais Dubois sait que la vérité se cache souvent dans la poussière des dossiers oubliés. Les premières découvertes ne tardent pas à confirmer les soupçons de la capitaine. L'arbre généalogique de la famille Roche prend forme, et avec lui, un portrait de plus en plus troublant. La lignée s'est installée dans la ferme dans les années 1920, avec un patriarche, Jean-Baptiste, et son épouse. Au fil des générations, un schéma anormal se dessine. Les femmes de la famille semblent condamnées à rester à la ferme, se mariant rarement, ne quittant jamais le giron familial. Plus étrange encore, les registres d'état civil révèlent des naissances nombreuses, mais pour beaucoup de ces enfants, la trace se perd ensuite. Pas d'acte de décès, pas de certificat de scolarité, pas de mention sur les registres de recensement. Ils naissent sur le papier, puis s'évaporent, comme s'ils n'avaient jamais existé. La ferme des Roches apparaît de plus en plus comme un huis clos absolu, un microcosme fonctionnant en dehors des lois et des registres de la République, un lieu où la vie et la mort suivaient leurs propres règles, invisibles au monde extérieur. Parallèlement à ce travail de fourmi, Élodie Dubois décide de tenter une nouvelle approche sur le terrain. Elle ne cherche plus le témoin ordinaire, mais le notable, celui dont la position et la profession l'ont placé au carrefour des secrets du village. Sa cible est André Perrin, le médecin généraliste à la retraite. Un homme de science, respecté de tous, qui a exercé pendant plus de 40 ans dans la région. L'entrevue se déroule dans le calme de son cabinet personnel, une pièce lambrissée remplie de livres qui respirent l'ordre et la connaissance. La capitaine Dubois est prudente, son ton est celui de la discussion, pas de l'interrogatoire. Elle n'aborde pas l'affaire de front, mais l'interroge sur les conditions de vie d'autrefois, la rudesse du climat, les familles isolées, les naissances à domicile, la méfiance envers la médecine moderne. Le docteur Perrin, d'abord affable, devient plus mesuré, choisissant ses mots avec une précision quasi chirurgicale, comme s'il marchait sur une ligne de crête entre secret professionnel et devoir de vérité. La tension monte doucement lorsque la capitaine Dubois prononce enfin le nom des Roches. Elle expose les faits bruts, les anomalies découvertes dans les archives, ces enfants fantômes qui peuplent les registres. Le visage du docteur Perrin se fige. Il se lève, marche jusqu'à sa fenêtre qui donne sur les sommets du Vercors, comme pour y chercher une contenance. Il finit par se retourner et sa voix a changé. Il concède, à demi-mot, que les Roches étaient un cas à part. Il emploie des termes prudents, endogamie sociale, communauté fermée, une méfiance maladive. Il se souvient de rares consultations, souvent pour des accidents de travail, jamais pour des suivis de grossesse. Il évoque une atmosphère pesante, des ressemblances physiques troublantes au sein de la fratrie, des regards fuyants. Il avoue n'avoir jamais pu franchir le seuil de leur intimité, s'être heurté à un refus catégorique et silencieux. Il parle d'une forme d'impuissance, mais Dubois y décèle aussi une forme de renoncement volontaire. C'est alors que le mot est lâché. Face à l'insistance de la capitaine, qui lui demande de qualifier ce qu'il a perçu, le docteur Perrin soupire et finit par avouer « Dans le village, les gens ne parlaient pas de maladie. Ils parlaient d'une malédiction, la malédiction des Roches. » Ce mot, chargé de superstition et de fatalisme, est une révélation pour Élodie Dubois.
Il n'est pas le fruit de l'ignorance, mais une métaphore, une façon de nommer l'innommable, de rationaliser l'inacceptable. La communauté n'était pas seulement silencieuse, elle avait construit un récit pour tenir l'horreur à distance. Cette malédiction était le paravent social qui dissimulait une réalité bien plus crue, une réalité probablement d'ordre génétique et psychologique. L'entretien avec le médecin n'a pas livré de coupable, mais il a fourni à l'enquête sa pierre de Rosette. Pour comprendre le secret des tombes dans la cave, il faut désormais déchiffrer le sens de cette prétendue fatalité qui a frappé la lignée des Roches pendant près d'un siècle. Forte de cette nouvelle clé de lecture, la capitaine Dubois rentre à Grenoble avec une détermination renouvelée. Le mot « malédiction » a réorienté sa pensée. Il ne s'agit plus de chercher un monstre unique, mais de comprendre un système, une mécanique familiale qui s'est perpétuée sur près d'un siècle. Pour cela, elle a besoin de faits, de preuves tangibles qui dépassent les non-dits et les superstitions. Elle décide de lancer une offensive administrative de grande ampleur. Son objectif est de croiser toutes les données disponibles. Les registres d'état civil de plusieurs communes, les archives départementales de la Drôme et de l'Isère, les dossiers de l'aide sociale à l'enfance, les recensements de population, et même les archives diocésaines, espérant y trouver des traces de baptême ou de sépulture non déclarées. Elle veut reconstituer la vie de la ferme des Roches année par année, naissance par naissance, disparition par disparition. Chaque demande est méticuleusement rédigée, chaque commission rogatoire argumentée, car elle sait que la moindre imprécision sera un prétexte pour un refus. Les premières réponses qui parviennent à la brigade sont une douche froide. C'est une symphonie parfaitement huilée d'inertie bureaucratique et d'obstacles réglementaires. Les archives départementales invoquent des délais de communicabilité, des fonds non encore classés ou des registres trop fragiles pour être consultés sans une procédure de restauration. Pour les éventuels dossiers médicaux, elle se heurte à un mur quasi infranchissable, celui du secret professionnel, protégé avec une rigueur absolue par l'ordre des médecins, même pour des faits aussi anciens. Quant aux services sociaux, leur présence dans ces zones rurales isolées au milieu du XXe siècle était au mieux parcellaire, et leurs archives, si elles existent, sont une nébuleuse. Le procureur lui-même, bien que soutenant l'enquête, commence à montrer des signes d'impatience face à l'absence de progrès concrets. Il est réticent à signer des autorisations trop larges qui pourraient être perçues comme une pêche aux informations sensibles précises, une démarche juridiquement fragile qui pourrait faire capoter toute la procédure. La frustration s'installe lourdement dans le bureau d'Élodie Dubois. L'adrénaline des premiers jours, nourrie par l'horreur de la découverte, s'est dissipée pour laisser place à la réalité fastidieuse et exaspérante de l'enquête au long cours. Elle a le sentiment de se battre contre un adversaire sans visage, un système dont la complexité et la lenteur protègent les secrets du passé aussi efficacement que le silence conscient des villageois. Ce n'est pas une obstruction délibérée, mais une indifférence structurelle, presque plus difficile à combattre. Les jours passent, et le dossier des ossements du Vercors menace de s'enliser, de devenir une de ces affaires non élucidées qui hantent les archives de la gendarmerie. La capitaine Dubois comprend que le mur du silence n'est pas seulement fait de la méfiance des hommes, mais aussi de la rigidité des institutions. Pour percer le secret des Roches, il ne lui suffira pas de forcer les gens à parler, il lui faudra trouver une brèche dans la forteresse de papier de l'administration française. Alors que les semaines s'étirent, la pression médiatique, loin de s'essouffler, se transforme et gagne en profondeur. L'hypothèse initiale de « l'ogresse du Vercors » s'estompe, remplacée par des interrogations plus complexes dans les colonnes des journaux nationaux. Un journaliste d'investigation du Astérisque Monde, Antoine Keller, spécialisé dans les faits de société à forte résonance historique, se passionne pour l'affaire. Contrairement à ses confrères de la presse locale, il ne cherche pas le scoop du jour, mais la trame de fond, le « pourquoi » systémique derrière l'horreur. Il contacte la capitaine Dubois, non pas pour obtenir des fuites, mais pour proposer une forme de collaboration intellectuelle. Il a un angle d'attaque différent, un réseau de contacts qui ne figure dans aucun annuaire de la gendarmerie, des sociologues, des historiens, des généticiens spécialisés dans les populations isolées. Pour la première fois, une aide extérieure se présente, non comme une menace, mais comme une possible ressource. Élodie Dubois, bien que formée à la méfiance instinctive envers la presse, est suffisamment pragmatique pour reconnaître une opportunité. Keller n'est pas un charognard, il est un analyste. Elle accepte une rencontre discrète, loin de Grenoble. Dans un café anonyme, un pacte tacite se noue. Elle ne peut lui livrer aucun élément du dossier, mais elle peut l'orienter, lui confirmer ou infirmer des pistes de travail. Elle lui parle du mur du silence, de la malédiction, évoquée par le vieux médecin, de ses propres blocages administratifs. Keller écoute, prend des notes, et lui livre en retour une information capitale. Il a consulté une historienne, une sommité dans l'étude des structures familiales en milieu rural clos du XXe siècle. Cette experte, le docteur Hélène Marchal, a émis une hypothèse qui recoupe étrangement les intuitions de la capitaine, celle d'un isolat social et génétique, dont les membres auraient développé leur propre système de gestion de la honte et de la tare. Sur la recommandation de Keller, la capitaine Dubois prend contact avec Hélène Marchal. L'entretien, téléphonique, est une révélation.
L'historienne lui décrit avec une précision clinique des cas similaires, bien que moins extrêmes, documentés dans les vallées alpines suisses ou les Pyrénées. Elle explique comment l'isolement géographique et culturel, couplé à une forte endogamie, peut conduire à une concentration de maladies génétiques rares. Confrontées à des naissances d'enfants lourdement handicapés, sans accès ni confiance dans le corps médical, et terrorisées par l'opprobre social et religieux, ces familles créaient parfois leurs propres rituels de dissimulation. Le terme « malédiction » n'est pas anodin. Il s'agit, selon Marshall, d'un mécanisme de défense psychologique. C'est une façon de déporter la cause d'un phénomène biologique insupportable, les conséquences de l'inceste, vers une fatalité extérieure, surnaturelle, contre laquelle on ne peut rien. La cave n'était pas seulement une tombe, mais un sanctuaire du déni. Cette conversation avec l'historienne agit comme un électrochoc sur Élodie Dubois. Elle comprend enfin la logique interne de la tragédie des Roches. Elle ne fait pas face à une série de meurtres au sens juridique classique, mais à la conséquence d'un système qui s'est auto-alimenté pendant des décennies. La malédiction était le ciment de ce système, la justification transmise de mère en fille pour perpétuer l'inacceptable. L'infanticide, si infanticide il y a eu, n'était peut-être, dans leur esprit déformé par l'isolement et la honte, qu'un acte de pitié ou une nécessité pour préserver le secret fondateur. Forte de cette nouvelle grille de lecture, elle réoriente ses recherches. Elle ne cherche plus seulement des preuves de crime, mais des preuves de ce système. Des indices de consanguinité dans les rares dossiers médicaux, des témoignages indirects sur la santé des membres de la famille, ou toute trace d'une intervention extérieure qui aurait pu fissurer ce huis clos. La percée viendra de nouveau d'Antoine Keller. Poussé par les intuitions de l'historienne, le journaliste a passé des semaines à éplucher les archives numérisées du Astérisque, Dauphiné Libéré Astérisque et des petites gazettes locales. Il finit par trouver ce qu'il cherchait. Un entrefilet minuscule, daté de l'hiver 1957. L'article relate un incendie mineur, un feu de cheminée qui a légèrement endommagé le toit de la ferme Roche. Mais le détail crucial est à la fin du court texte. Il est mentionné que par précaution, l'une des filles de la famille, une jeune femme nommée Madeleine Roche, alors âgée d'une vingtaine d'années, a été hébergée quelques semaines chez sa seule parente connue hors du Vercors, une cousine éloignée à Romans-sur-Isère. C'est une brèche infime, mais c'est la première preuve documentée qu'un membre de la famille a quitté, même temporairement, l'emprise de la ferme. Pour Élodie Dubois, ce nom et ce lieu sont une piste en or. Madeleine Roche, la dernière survivante, la gardienne du secret n'était plus un fantôme dans les registres, mais une personne bien réelle, avec une histoire qui, pour la première fois, semblait accessible. La piste Madeleine Roche devient instantanément la priorité absolue de la capitaine Dubois. Pour la première fois, l'enquête a un visage, une cible concrète. La machine administrative de la gendarmerie, si lente et complexe jusqu'alors, est mobilisée avec une nouvelle urgence. Des réquisitions sont envoyées pour éplucher les listes électorales, les registres de la caisse d'allocation familiale et les fichiers de l'assurance maladie de la Drôme et des départements limitrophes, remontant jusqu'aux années 1950. C'est une recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Madeleine a pu se marier, changer de nom, déménager à l'autre bout de la France ou mourir sans laisser de traces. Chaque jour qui passe amenuise l'espoir de la retrouver vivante. Pour Élodie Dubois, c'est une véritable course contre la montre. Madeleine n'est pas seulement un témoin, elle est la mémoire vivante de la ferme, la seule personne capable de donner un sens à la litanie macabre des petites tombes dans la cave. Pendant que la gendarmerie déploie ses filets administratifs, la vie à la ferme a repris un cours étrange. La cave reste scellée, mais Lucas Moreau a été autorisé à poursuivre le déblaiement des étages supérieurs. Le rêve d'un havre de paix s'est mué en une cohabitation pesante avec les fantômes du passé. Il n'est plus le simple propriétaire des lieux, mais le gardien involontaire d'une tragédie qui le hante. En vidant le grenier, un espace étouffant où des décennies de poussière recouvrent des objets hétéroclites, son attention est attirée par une vieille malle en bois cerclée de fer, cachée sous une pile de couvertures rêches. Le cadenas est rouillé, mais cède sous l'effort. À l'intérieur, parmi du linge jauni et une forte odeur de naphtaline, il découvre une liasse de photographies sépia au visage étrangement similaire, et un petit carnet à la couverture de cuir usé. Un journal intime. Avec des mains presque tremblantes, Lucas ouvre le carnet. L'écriture est fine, appliquée, parfois difficile à déchiffrer. Les premières pages, datées du milieu des années 1950, décrivent la vie rude de la ferme, le froid, le labeur incessant. Puis, le ton change. Des mots apparaissent, chargés d'une angoisse sourde. La honte, le secret, notre faute à toutes. Le journal évoque des naissances cachées, des « petits anges partis trop tôt », des âmes que Dieu n'a pas voulu voir. C'est le récit fragmentaire d'une jeune femme emmurée dans une fatalité qu'elle ne comprend pas mais qu'elle subit. Lucas tourne fébrilement les pages jusqu'à la dernière entrée, où une signature confirme son intuition et fait basculer l'enquête dans une nouvelle dimension. Le nom inscrit à l'encre pâlie est celui que recherche activement Élodie Dubois, Madeleine Roche. Il tient entre ses mains la confession, la clé du système qui a broyé la lignée. Lucas n'hésite pas une seconde.
Le cœur battant à un rythme lourd et sourd, il redescend du grenier, traverse la ferme silencieuse et sort pour capter le réseau. Il compose le numéro direct de la capitaine Dubois. Sa voix, cette fois, n'a rien de l'hystérie paniquée de son premier appel. Elle est grave, presque spectrale, celle d'un homme qui vient de lire une épitaphe. « Capitaine, c'est Lucas Moreau. J'ai trouvé quelque chose d'important. Dans le grenier. » Il fait une pause, le souffle court. Un journal intime, je crois que c'est celui de Madeleine Roche. À l'autre bout du fil, le silence d'Élodie Dubois est plus éloquent que n'importe quelle question. Lucas, sentant son besoin de preuves, ouvre le carnet à une page marquée et lit d'une voix tremblante. Encore un petit ange parti rejoindre les autres dans la terre froide. C'est notre fardeau, notre secret pour que le monde ne voit pas notre honte. La phrase résonne dans le combiné, glaçante de vérité. Ne touchez plus à rien, ordonne Dubois d'une voix blanche. Absolument rien, j'arrive. Moins d'une heure plus tard, Élodie Dubois est de retour à la ferme. Elle monte seule dans le grenier, suivant les indications de Lucas. L'air y est suffocant, chargé de l'odeur du bois sec, de la poussière et de la naphtaline échappée de la malle. Assise sur une vieille caisse en bois, sous le ray de lumière blafarde d'une lucarne, elle lit le journal de Madeleine Roche. Chaque page est une descente plus profonde dans l'enfer familial. Le carnet n'est pas une confession de meurtre, mais le témoignage accablant d'un système de survie psychologique. Il confirme avec une précision effroyable l'hypothèse de l'historienne Hélène Marshall. Les mots « malédiction »,« faute »,« punition divine » reviennent comme un leitmotiv. Madeleine y décrit les femmes de la famille, sa mère, sa grand-mère, comme des gardiennes d'un sanctuaire macabre, perpétuant le rituel de dissimulation non par cruauté, mais par un sens dévoyé du devoir et de la protection du nom. Le journal est une pièce à conviction, mais c'est surtout un testament, la voix d'outre-tombe de toutes les femmes Roche. L'information, explosive, ne pouvait rester confinée. Malgré les précautions d'Élodie Dubois, une fuite se produit, probablement issue d'une source proche du parquet, lassée par la lenteur de la procédure. Antoine Keller, le journaliste du Astérisque Monde, est le premier à en saisir toute la portée. Son article, publié en une du quotidien, fait l'effet d'une bombe. Le titre est sobre, factuel, mais dévastateur. Le drame du Vercors. Le journal d'une survivante révèle un siècle de secrets incestueux. L'article est une analyse brillante et sensible qui déconstruit méticuleusement le mythe de l'ogresse. Il expose les concepts d'isolat génétique, de poids du secret en milieu rural clos et de la malédiction, comme un mécanisme de défense face à l'innommable. Pour le grand public, la révélation est un second choc, peut-être plus terrible que le premier. L'horreur n'a plus le visage d'un monstre unique, mais celui, plus dérangeant encore, d'une tragédie systémique, d'une folie transmise comme un héritage. L'article de Keller propulse l'affaire dans une autre dimension. Elle n'est plus un simple fait divers, aussi macabre soit-il, mais un phénomène de société qui obsède la France entière. Les plateaux de télévision s'emparent du sujet, invitant sociologues, historiens et psychiatres à décrypter la logique des roches. La pression sur le système judiciaire devient colossale. Le procureur de Grenoble, autrefois prudent, est désormais sommé de donner des résultats. La recherche de Madeleine Roche, jusqu'alors une procédure de gendarmerie parmi d'autres, devient une priorité nationale. Son nom et sa photo, une vieille image sépia tirée de la malle, sont diffusés. La France se lance à la recherche de cette femme de 87 ans, non plus comme une suspecte, mais comme la clé de voûte d'une histoire qui force le pays à regarder en face ses propres fantômes, ceux de sa ruralité oubliée et de ses secrets de famille les mieux gardés. L'escalade est totale, et chaque jour qui passe sans retrouver Madeleine ajoute un chapitre insoutenable à la tension nationale. L'appel qui finit par briser le silence ne vient ni de la gendarmerie ni d'un registre poussiéreux, mais d'une aide-soignante d'un EHPAD de Romans-sur-Isère. Intriguée par le nom de l'une de ses pensionnaires, une femme mutique et solitaire dont le passé était un mystère, elle a fait le lien avec l'avis de recherche nationale. Quelques heures plus tard, Élodie Dubois pousse la porte de la chambre 212. L'air y est aseptisé, impersonnel. Assise dans un fauteuil usé face à la fenêtre, une silhouette frêle contemple la pluie qui strie le paysage urbain. Madeleine Roche, elle est si petite, si fragile, qu'elle semble pouvoir se briser au moindre souffle. Elle ne se retourne pas. Sur sa table de chevet, une seule photo sépia. La ferme des Roches, figée sous un soleil d'été disparu. La capitaine s'approche sans un bruit, s'assied sur une chaise en face d'elle. Elle n'a pas besoin de parler. Dans le silence chargé d'électricité, Madeleine tourne lentement la tête. Ses yeux, d'un bleu délavé par le temps, ne montrent ni peur, ni surprise. Juste une immense lassitude, comme si elle attendait cette visite depuis 87 ans. « Vous l'avez trouvé » murmure Madeleine, sa voix un fil cassant, un son qui n'a pas servi depuis longtemps. Ce n'est pas une question, c'est une constatation. Élodie Dubois acquiesce doucement, sans sortir le journal, sans prononcer le mot « cave ». Elle n'a qu'à être là. Le barrage, érigé sur des générations de non-dits, cède enfin. Les mots de Madeleine ne sortent pas comme un torrent, mais comme des gouttes d'eau suintant d'une pierre. Elle ne raconte pas des crimes, elle décrit un évangile de la douleur.
Elle parle de son arrière-grand-père, revenu de la Grande Guerre avec le diable dans le sang et dans la tête, un homme qui a enfermé sa famille dans sa propre folie. Elle décrit les femmes, sa grand-mère, sa mère, puis elle-même, non comme des bourreaux, mais comme les gardiennes successives d'un dogme terrifiant. La malédiction, répète-t-elle, et le mot n'est plus une métaphore. Dans sa bouche, il a le poids d'une vérité absolue, une loi divine et immuable qui régissait leur existence à l'intérieur des murs de la ferme. Puis vient le cœur de l'abîme. La scène qui s'est répétée, encore et encore, dans la pénombre de la cave. Madeleine regarde ses mains noueuses, comme si elle y voyait encore le poids de ses petits corps. Ils n'étaient pas vivants, vous comprenez? Pas vraiment, ils arrivaient silencieux, le bon Dieu les avait faits, inachevés, pour nous punir. Sa voix se brise, mais elle continue, mue par un besoin ultime de témoigner avant de disparaître. On ne pouvait pas les montrer au monde, ni à Dieu, c'était notre honte à nous, notre fardeau. Alors on les enveloppait dans le plus beau linge, on les mettait dans une boîte, comme un berceau pour l'éternité. Elle lève enfin les yeux vers la capitaine, et dans son regard, il n'y a plus que la vérité nue, insoutenable. On les cachait dans la terre froide pour ne plus avoir à les voir. Pour pouvoir oublier, pour se les cacher à nous-mêmes. Car si nous ne voyions plus la faute, alors peut-être qu'elle n'existait plus. Le secret des roches n'était pas un meurtre. C'était une liturgie du déni, un suicide de la mémoire répété sur un siècle. La confession de Madeleine Roche n'a pas conduit à un procès. Sur le plan judiciaire, l'action publique était éteinte pour la quasi-totalité des faits, prescrite par le passage du temps. Compte tenu de l'âge et de l'état de fragilité extrême de l'unique survivante, le procureur de Grenoble a prononcé un classement sans suite, une décision qui a acté l'impuissance de la justice des hommes face à une tragédie d'une telle profondeur historique. Mais si l'affaire s'est éteinte dans les prétoires, elle venait de s'ouvrir avec une force inouïe dans la conscience collective française. Le drame du Vercors n'était plus un fait divers, mais un cas d'école, un miroir tendu à une nation forcée de contempler ses zones d'ombre. L'isolement de sa ruralité, la puissance dévastatrice des secrets de famille et la faillite silencieuse des filets sociaux et moraux qui auraient dû, un jour, percer le huis clos de la ferme maudite. La France entière s'est interrogée, non plus sur la culpabilité, mais sur la responsabilité collective. Lucas Moreau, à jamais lié à l'histoire du lieu, a refusé de laisser la ferme retomber dans l'oubli ou devenir une attraction morbide. Avec le soutien d'associations de protection de l'enfance, il a transformé son rêve brisé en un acte de mémoire. La ferme n'a jamais été habitée. Elle est restée là, silencieuse, mais sur son mur d'enceinte, une simple plaque de pierre a été scellée. On peut y lire, à la mémoire des enfants sans nom du Vercors. Que leur silence soit notre parole. Sur le plan politique, l'onde de choc fut telle qu'elle provoqua un débat parlementaire. Quelques années plus tard, inspirée par ce drame, une nouvelle loi, surnommée par la presse la loi Vercors, a été votée. Elle a renforcé les dispositifs d'alerte et de suivi médico-social dans les zones très isolées et, surtout, elle a rendu le crime d'inceste imprescriptible, reconnaissant que pour certaines victimes et certaines tragédies, la vérité n'a pas de date de péremption. Aujourd'hui, le silence est revenu sur les hauteurs de la Chapelle-en-Vercors. Un silence différent de celui qui a pesé pendant un siècle. Ce n'est plus le silence du secret, mais celui du recueillement. La ferme des Roches est toujours là, sentinelle de pierre au milieu des paysages grandioses dont la beauté immuable contraste violemment avec la tragédie humaine qu'ils ont abritée. La malédiction est levée, non par un exorcisme, mais par la lumière crue de la vérité. Le vent qui souffle sur le plateau ne porte plus les murmures de l'horreur, mais le souvenir d'une histoire qui a forcé un pays entier à écouter ce qu'il refusait d'entendre. Si le récit de la tragédie des Roches vous a marqué, et si vous croyez, comme nous, que la lumière doit être faite sur les histoires les plus sombres pour en tirer les leçons, alors abonnez-vous et rejoignez notre communauté. La prochaine affaire que nous allons explorer est déjà là, et elle vous saisira tout autant.